Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 24 juin. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Et on vote dans un peu moins d'une semaine. Bonjour Thomas Huchon, merci d'être avec nous. Bonjour, merci d'être. Vous êtes spécialiste des fake news, on peut le dire comme ça. Vous avez publié un livre qui s'appelle No Fake News aux éditions First, c'est ça? Ouais. Et on va revenir avec vous sur cette campagne électorale un petit peu particulière, sur toutes les fake news, les nouveaux messages, cette nouvelle manière de communiquer. Puis vous allez nous parler de votre avatar aussi dans un tout petit instant. Gilles, on va commencer avec le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Un zapping que j'ai fait pour vous, évidemment, et sur la politique. On commence par Raphaël Glucksmann, qui était l'invité de C'est à vous. Et il commence à en avoir marre qu'on lui reproche d'être associé au Front Populaire. Il est aussi revenu sur cette passante, vous savez, qui lui a dit « Soyez maudits ». On touche à quelque chose que je trouve extrêmement dangereux. Vous savez, moi, pendant la campagne des européennes, j'ai été attaqué par des cercles insoumis comme étant sioniste, pro-Netanyahou, alors que toute ma politique est de condamner celle de Netanyahou, parce que, in fine, j'étais réduit à mon nom et à mon origine. Et là, on assiste au phénomène inverse. Des gens qui viennent me voir et qui me disent « En tant que juif, comment pouvez-vous faire ça ? Soyez maudits ». Et ensuite, sur les boucles Telegram de l'extrême droite juive, il y a mon numéro de téléphone portable qui circule et depuis ce matin, 6 heures, je reçois des dizaines et des dizaines d'appels et de SMS par heure sur le thème « Soyez maudits ». Et donc moi, ce que je dis, c'est une chose très simple. Arrêtez de réduire ma parole au fait d'avoir un nom juif. Moi, je suis français. Les hommes politiques sont plus respectés avec les réseaux. Il y a un certain temps, déjà les téléphones ne circulaient pas, les numéros de téléphone, et puis on n'invectivait pas tant que ça les hommes politiques. Alors, je crois qu'il y a toujours eu des moments de crispation dans la société française, mais il y a quelque chose qui a quand même profondément changé, c'est qu'aujourd'hui, finalement, non seulement tout le monde peut dire un peu n'importe quoi, mais tout le monde peut dire n'importe quoi à n'importe qui. Auparavant, au Café du Commerce, on pouvait injurier un homme politique, il n'était pas en face de nous. C'était très rare les moments où un citoyen se retrouvait dans une situation de tension telle qu'il y avait des injures ou de la violence qui était proférée. Il y a quand même eu une gifle au président de la République, il y a quand même eu d'autres éléments au cours des années précédentes. J'ai souvenir de Jean-Marie Le Pen qui s'était battu avec une élue dans les années 90 aussi, et qui avait injurié un jeune homme en le traitant d'homosexuel, de rouquin. Enfin, donc il y a déjà eu des choses comme ça. Ce qu'on constate, mais entre eux, c'est-à-dire que là, on a un basculement. Là, on a quand même l'impression que c'est une passante, que c'est pas une militante, que c'est pas quelqu'un qui est venu là exprès pour faire ce truc-là. Et donc, je crois qu'il y a une libération de la parole, parce que toute la journée, on peut dire n'importe quoi sur ces réseaux sans que personne ne nous reprenne, ni ne nous fasse quelque part procès, d'une certaine manière, de ce qu'on aurait pu dire. Et puis, il y a un autre truc, c'est que quand on est sur ces réseaux, on est en permanence dans l'émotion. On n'arrive plus à réfléchir. En fait, ces réseaux, ils jouent pour capter notre attention sur notre émotion. Et quand on est dans l'émotion, on se laisse aller à ce type d'invective, on se laisse aller à toutes ces choses-là. Je vais dire quelque chose sur cette histoire de Raphaël Glucksmann. En fait, ça me fait penser à un livre qui est sorti récemment, un livre d'une jeune femme qui s'appelle Anna Assouline. C'est la fondatrice d'un mouvement qui s'appelle les Guerrières de la Paix. Et elle parle aussi de cette double injonction. Anna Assouline est une jeune femme d'origine d'Afrique du Nord, qui est à la fois française et marocaine, si je me trompe pas, et qui subit une espèce de double injonction depuis le 7 octobre, d'être trop juive pour les pro-palestiniens et d'être trop soutenant, en tout cas dénonçant les exactions ou les abus du gouvernement israélien pour les juifs. Et donc elle se retrouve attaquée comme Monsieur Glucksmann de la même manière, et elle aussi, elle subit ces espèces d'affichage sur ces groupes privés. Là, les numéros de téléphone circulent, vous l'avez dit, et du coup, mais c'est très intime. Je crois qu'on oublie un peu, c'est pas le téléphone qui sonne dans le salon, c'est dans la poche. C'est des dizaines de messages qui arrivent et qui, même si on veut pas les voir,
même si on ne les regarde pas, on sait qu'ils sont là, et la charge émotionnelle de ces injures est terrible pour ceux qui la reçoivent. Mais est-ce que de 2 jours avant, on était défini par sa nationalité, on était français, maintenant on est défini par sa religion. Il y a plus d'Algériens, il y a plus d'Ivoiriens, il y a des musulmans et des Juifs. Est-ce que c'est ça aussi qui a changé? C'est qu'on n'a plus de nation, on a des religions. Alors la société française a changé de ce point de vue-là. Effectivement, moi j'ai un peu plus de 40 ans et j'ai souvenir de adolescents de discuter des origines avec mes potes parce que finalement ça avait quelque chose, je trouvais, en plus d'intéressant culturellement. Je suis camerounais, je suis ivoirien, je suis marocain. Chacun avait quelque chose, chaque culture amène aussi quelque chose sur la table d'une certaine manière, et ça avait une forme d'intérêt. Là, je trouve qu'il y a une espèce d'injonction à croire. Qui me dérange pour le laïc que je suis dans un pays laïque comme la France. Moi, je pense que tout ça fait du domaine de la vie privée, mais en fait, je crois que c'est aussi, comment dire, c'est le résultat d'une opération idéologique et d'une stratégie politique de la part de l'extrême droite française qui a quelque part essayé de nous faire croire que le problème ce n'était plus les Arabes, mais les musulmans. Et en déplaçant le curseur de, en fait, je n'aime pas les Arabes, ce qui était un peu ce qu'on disait de l'extrême droite auparavant, eh bien, aujourd'hui, je n'aime plus les musulmans, ça ne devient plus du racisme. Ça devient, quelque part, une forme de défense tordue de la laïcité. Et donc, on s'est un petit peu, je pense, fait manipuler de cette manière-là, et on s'est fait manipuler à notre insu, parce que tout ça, c'est pas passé dans les grands médias, c'est pas passé dans des meetings, c'est passé sur Internet, par des choses qui ne parlent pas vraiment de politique, qui parlent plutôt de culture. Et ça, c'est une partie de l'étau. Hein. On est dans un étau maintenant. Il y a cet étau-là, d'un côté, où on a des gens qui sont potentiellement en tout cas d'un parti qui a des origines racistes et antisémites, et qui vont se mettre à nous expliquer que le problème, c'est les musulmans. Ouais. Sur le plateau de BFM, c'était Éric Dupond-Moretti qui était en colère, un autre. L'objet de son ire, François Hollande, au Front Populaire. Alors, comme à son habitude, il a été assez cash. Recevoir des leçons de quelqu'un qui a mis le Parti Socialiste, grand parti de gouvernement, à néant, c'est quand même lunaire, qui revient aujourd'hui, non pas par la grande porte de l'histoire, mais par la petite porte de service, en s'alliant avec des poutous, des fichiers S, des gens qui ont pratiqué, je pense à monsieur Mélenchon, les purges un peu staliniennes, là, Garrido, Corbière, etc. C'est lui qui nous donne des leçons. C'est absolument extraordinaire. Il ne doute de rien, François Hollande. Et il revient pourquoi? Pour un plat de lentilles, pour un poste, pour une place. Et je trouve ça pathétique. Moi, j'ai pensé à votre père, Jean-Paul Huchon, qui a été longtemps, évidemment, à la tête des régions et représentait le Parti Socialiste. Je me suis dit, en écoutant ce son-là, en préparant le zapping, qu'est-ce que votre père en réponse de cette gauche? Qu'est-ce qu'il en pense? Parce que vous parlez avec lui, j'imagine, non? Je vais vous dire quelque chose, je vous invite à l'inviter, il sera ravi de venir vous voir, parce que comme tous les hommes politiques, il a un petit peu cette tendance à vouloir continuer à exister, même quand les choses sont un peu derrière lui. Et je crois que moi, j'ai coutume de dire que les hommes politiques sont des requins. Ça veut pas dire qu'ils sont des carnassiers et qu'ils sont absolument dangereux. Non, mais le requin, quand il s'arrête de nager, il meurt. Donc ils continuent à tourner. Ils continuent à nager. Ils veulent pas s'arrêter parce qu'ils veulent pas mourir. Et je crois que c'est le cas de tout un tas d'hommes politiques, mais c'est pas seulement vrai en France, et puis c'est pas seulement vrai pour monsieur Hollande que vous avez cité. Je crois qu'il y a tout un tas d'acteurs politiques aujourd'hui dans notre pays qui ne veulent pas prendre leur retraite, alors que peut-être ça ferait du bien de laisser aux jeunes générations un peu d'espace pour qu'ils s'expriment. Avec autre interview choc, celle du réalisateur Mathieu Kassovitz, que vous avez peut-être suivi, qui a dit pourquoi pas essayer le RN. Enfin, ça a été tronqué et manipulé. Mais il y avait un autre son plus intéressant que je vais vous passer, c'est quand il a parlé du pouvoir d'achat. Alors là, c'est encore plus surprenant. Non, mais la France va mal, je suis entièrement d'accord. Je sais pas comment, moi je gagne beaucoup d'argent, je n'arrive pas à m'en sortir, je ne sais pas du tout comment font les gens, et j'imagine que les prix de l'électricité, les prix du gaz, c'est un délire, l'essence, tout est cher. Mais je pense pas que ce soit un problème français, je pense que c'est un problème international. Et oui, il gagne beaucoup d'argent, il n'arrive pas à s'en sortir, le pauvre petit Mathieu. Là, je trouve ça, en fait, je sais pas très bien ce qui s'est passé dans cette interview,
parce que alors là vous me faites écouter, j'avais pas entendu cet extrait sur le pouvoir d'achat. Mais je suis très perplexe là parce que à la fois ce qu'il a dit sur la politique me semble complètement lunaire, ce qu'il dit là sur le pouvoir d'achat me semble complètement à côté de la plaque. Je sais pas, j'ai l'impression que depuis quelques semaines, quelques mois, à la suite de ce grave accident qu'il a eu, non, il a trouvé une liberté de ton qu'il n'avait pas auparavant. J'ai l'impression qu'il a, en fait, qu'il se permet de dire vraiment tout ce qu'il a dans la tête. Et regardez d'ailleurs quelque part le clash qu'il a eu avec l'ancien comédien de La Haine, Saïd Tajmaoui. Il se mettait en scène dans des vidéos absolument dingues où il le disait mais viens, je vais te péter la gueule et tout. J'ai l'impression que il n'a plus de filtre et qu'il dit absolument ce qu'il veut. Pas toujours avec un immense succès. En même temps, l'interview était beaucoup plus nuancée que ce qui en est ressorti. Et là, c'est peut-être là ça va vous intéresser. Il a répondu pour tous les idiots, imbéciles, connards qui utilisent les mêmes outils de propagande que les fachos et m'accusent d'avoir déclaré de voter RN. Regardez les 25 minutes complètes sur LCI. Donc là aussi, on a pris une petite partie de cette interview et ça a fait un buzz monstrueux où on a pu croire qu'il appelait à voter RN. Plus précisément, il a dit, effectivement, c'est peut-être une expérience à essayer, mais en disant c'est peut-être le moment du Rassemblement national. C'était un tout petit peu plus nuancé malgré tout. Oui, mais il y a l'emballement médiatique. Mais je crois que c'est le problème aussi, c'est le temps. C'est-à-dire qu'à vouloir en permanence raccourcir le temps, eh bien, on n'a plus le temps de réfléchir, on n'a plus le temps de penser, on ne fait que réagir. Et la réaction, c'est plutôt le fait d'une émotion que d'une réflexion, et ça nous pose un énorme problème. Ça joue aussi sur nos comportements quotidiens, sur la manière dont nous socialisons, finalement, tous ensemble. Et je crois qu'il va falloir qu'on fasse une petite pause de ces réseaux. Ouais, mais est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on peut mettre sur pause ? Je suis la première à le dire. Je viens d'appuyer sur mon téléphone. Donc, est-ce qu'on peut mettre sur pause et est-ce qu'une fois qu'on est dans cet engrenage, vous-même, c'est votre métier oui, mais je crois alors, bien entendu, mais je crois qu'il faut quand même arriver à conserver des moments humains. Mais regardez, vous envoyez un SMS, on vous répond pas et on vous écrit « Tout va bien, tu ne m'as pas répondu ». C'est ça. Non, je prenais le temps. Oui, c'est ça. Mais je crois que vous avez raison, on supporte plus cette non-réponse. Exactement. Alors qu'en fait, c'est drôle, auparavant, on n'avait pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Vous vous souvenez ce qu'on disait ? Exactement. Là, maintenant, c'est l'inverse. C'est pas de nouvelles. C'est la panique. Alors, vous avez joué de la harpe ou du clavecin ? Bien sûr, de la musique, les deux. En tout cas, il y en a qui n'ont pas hésité à se mouiller. Est-ce que vous allez reconnaître cette personnalité qui chante ? Non. C'est joli, hein ? C'est quelqu'un de connu, on l'a reçu dans l'émission. On a reçu beaucoup de monde. Allez-y. C'est un chef. C'est une reprise de Pink Floyd, non ? C'est Philippe Etchebest. C'est une reprise Pink Floyd, oui, exactement, une reprise de Pink Floyd. Ah ouais, c'est Etchebest, c'est marrant, il a une voix très douce par rapport à... c'est pas la voix qu'il utilise dans Cauchemar en cuisine. Absolument. C'est pas mal. J'ai vu la casquette à l'envers. Allez, on se retrouve dans un instant avec Thomas Huchon, spécialiste des fake news et des théories du complot. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Thomas Huchon, journaliste, auteur. Vous avez plein de casquettes, spécialiste des fake news et des théories du complot. On a un auditeur qui ne vous aime pas, comme certains. Les Thomas Huchon, les Tristan Mendes France, les Rudi Reichstadt sont un poison de la liberté d'expression. Désolé, mais je le dis comme je le pense. Et il demande si c'est un métier d'être spécialiste des fake news. En fait, moi, je vais vous dire quelque chose, Valérie. Moi, je pense que ça n'existe pas de devenir journaliste pour se dire je vais lutter contre des fausses informations ou des faux complots. Quand on commence ce métier, on veut lutter, défendre des choses, révéler la vérité, défendre un certain nombre de choses. Enfin, on n'y va pas pour lutter contre des choses qui sont fausses ou qui sont inventées. C'est pas du tout pour cela qu'on commence à faire ce métier. Alors comment vous y êtes arrivé justement ? Moi j'y suis arrivé parce que la société française, quand on est journaliste, on observe le monde dans lequel on vit. Et moi la société française que j'ai vue basculer petit à petit en 2013, 2014, en fait comment tout ça commence ? Moi je m'intéresse beaucoup à l'extrême droite politique et je vois monter sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, des choses
qui sont de l'ordre des paroles extrêmement radicales, racistes, antisémites, des choses qui vont être normalement confinées à un espace très limité et qui là font des millions de vues sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter. Et donc je me dis... À l'inverse, vous les mettez en valeur. Alors ça, c'est un petit peu le côté... Imaginons qu'on soit dans un café et qu'il y ait une parole raciste, vous n'avez pas à vous lever de votre siège... Ah si. Ah, systématiquement. Je me suis toujours élevé contre les paroles racistes autour de moi. Entre deux personnes qui discutent à un bar, vous allez vous lever c'est inacceptable. Et dire vous ne pouvez pas dire ça. Ah, on peut pas. Moi, je crois qu'on peut pas accepter ça. Je crois qu'il y a un moment, il faut qu'on soit des citoyens. Mais ce que je dis, c'est que je crois qu'il faut qu'on soit des citoyens. Alors, on faisait rien. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec ces 2 joueurs de rugby dans le 6e arrondissement qui ont été abattus par des militants d'extrême droite parce que ils se sont interposés une agression raciste à 4h du matin devant des mecs éméchés. Donc les assassins qui sont d'ailleurs assez proches d'un certain nombre de personnalités proches du Rassemblement national. Donc on est quand même, encore une fois, dans une espèce de réalité de la violence politique qui est incarnée par ces courants politiques-là. Moi, pourquoi j'en viens à m'intéresser à ces sujets ? Parce que les vrais complots, ça existe. Et les vrais complots ont fait l'histoire. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un truc un peu bizarre. C'est-à-dire que des faux complots, des faux récits, des mensonges, la stratégie politique de la manipulation devient une arme politique et fait l'histoire à leur tour. Comment Trump a gagné ? Trump, il prononce 96% de propos faux durant l'année 2016, qui est la campagne électorale qui l'amène au pouvoir. Qui détermine que c'est faux ? C'est un institut qui s'appelle PolitiFact, et c'est un institut qui est non pas lié au Washington Post, au New York Times, à tous ces médias que Monsieur Trump vomit. C'est un institut qui est bipartisan. C'est un institut qui est constitué d'experts. Et qui check aussi ce que dit Biden ? Bien entendu, et qui à l'époque faisait le même travail pour Hillary Clinton. Hillary Clinton, elle avait 75% de propos vrais ou à peu près vrais durant l'année 2016. Donc on était quand même sur 2 stratégies politiques radicalement différentes, et donc moi j'en suis venu à m'intéresser à ces sujets, parce que ces sujets ont pris une ampleur énorme dans la société. Je comprends que ça puisse surprendre un certain nombre de personnes et d'auditeurs, probablement aussi parce que leur réalité, c'est-à-dire ceux qu'ils voient eux sur les réseaux sociaux, ne ressemblent pas du tout à ce que je vois moi. Mais ils vont vous rétorquer qu'il a été élu. Alors, il a été élu, donc mais moi ça veut dire qu'il n'y a que des abrutis aux États-Unis ? Mais pas du tout, ça veut dire que les gens ont bien le droit de faire les choix qu'ils souhaitent. Mais vous savez, moi je crois, Gilles, que vous êtes en train de me dire, je peux élire un menteur, oui. Ça me pose pas de souci. Mais en fait, d'ailleurs, si on regarde les sondages, il y a des enquêtes d'opinion très sérieuses qui ont été faites aux États-Unis justement en exposant des électeurs de Trump au fait qu'ils ne disaient pas la vérité. Eh bien, qu'est-ce qu'ils répondaient ? Ils répondaient et alors ? Qu'est-ce que ça change ? Et le problème, il est pas tant que la vérité devrait être la valeur sacro-sainte qui nous unirait. En réalité, ça n'existe pas vraiment, la vérité. Ce qui existe, ce sont les faits. Mais même ça a disparu. Souvenez-vous de ce qu'avait dit la conseillère en communication de Trump. Nous avons des faits alternatifs. C'est-à-dire que même sur la notion de fait, on n'était plus en capacité de se mettre d'accord. L'autre problème, c'est que vous dites il a été élu. Oui, bien entendu. Mais je crois que chacun a le droit de croire ce qu'il veut. Mais je pense qu'on peut tous se mettre d'accord, y compris les auditeurs qui nous envoient ces messages, pas toujours très agréables pour moi, sur le fait que croire quelque chose sur la base d'une connerie, c'est une connerie. Et donc je crois qu'il faut qu'on arrive à tous se mettre d'accord là-dessus. Alors, oui, mais avant c'était les journalistes qui disaient ou qui débunkaient une information. Et à ce moment-là, il avait la parole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, on allait voir un médecin, il vous disait, vous me prenez 3 aspirines et puis ce médicament. Vous avez une grippe. Et maintenant, vous allez sur Doctissimo ou ailleurs sur Internet qui vous dit, ce médicament est très dangereux et machin. Ça veut dire que le médecin qui est censé avoir fait plein d'études et être scientifique, maintenant, même lui, on ne croit plus la parole. Et il est arrivé la même chose aux journalistes. Alors, les enquêtes d'opinion, il y a eu au mois de mars le baromètre de l'esprit critique qui a été publié par Universcience et qui montre ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la population qui est dans une forme de défiance quasiment généralisée. Les médecins, les journalistes, la science, les politiques, les institutions, tout ça, c'est des menteurs. Mais en réalité, ils ne représentent pas une part majoritaire de notre pays. Ils sont entre 15, 20, 25% en fonction des classes d'âge. C'est énorme. Je vous dis pas que c'est pas énorme. Mais c'est plus que Macron. C'est plus que le président de la République dans les instituts de sondage. Mais ça dit, à mon avis, quelque chose d'autre qui est que finalement, dans cette situation, l'immense majorité de nos compatriotes ne le dit pas, mais fait confiance à son médecin. Ouais.
Ouais, et je crois qu'on a raison de s'inquiéter de cette partie-là et qu'il faut essayer de refaire conversation. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Ouais, le problème, c'est que pour arriver à convaincre, il faut se parler. Oui, mais est-ce qu'on peut, par exemple, il y a cet auditeur donc qui vous a interpellé et il dit dès qu'on refuse d'avaler la doxa, on passe pour un complotiste. Et il dit demandez à Thomas Huchon pourquoi est-ce que le FBI a escamoté l'histoire du portable de Hunter Biden, le fils du président de la République. Mais alors, voilà. Donc c'est là où ça devient compliqué de débattre. Si on vous dit vous êtes la doxa et nous donc comment on débat et qu'est-ce qu'on répond à ça? Comment est-ce qu'on débat? Déjà, il faut se mettre d'accord sur le point de départ. Donc il faut reprendre les vraies déclarations du FBI qui ont réellement mené une enquête sur le fils du président américain. Est-ce qu'il faut quand même juste le dire, c'est assez peu fréquent dans les pays, même dans les pays démocratiques, à part dans les pays nordiques, qu'il y ait des enquêtes totalement indépendantes sur les proches du pouvoir. Là, en l'occurrence, cette enquête, elle a lieu. Elle a d'ailleurs posé un gros problème à l'administration Biden. Et l'enquête est en cours, mais il n'y a aucun moment où les preuves ont été escamotées, cachées, machin. Est-ce que vous en savez? Parce que c'est absolument documenté. On parle quand même d'un. Oui, mais qu'est-ce qui vous dit que ces documents sont vrais? Alors à ce moment-là, mais oui, bien entendu, vous avez raison. Je le fais exprès. Mais non, mais vous avez raison. Non, mais on peut toujours penser. Mais je vais vous dire un truc. Pourquoi vous savez que votre maman est votre maman? Parce qu'elle vous l'a dit. Il y a un moment, vous lui avez fait confiance. Il y a un moment où on est obligé, dans les sociétés dans lesquelles on vit, d'avoir une forme de confiance. Cette confiance, elle n'est pas gratuite. Elle est basée sur des éléments concrets qui vous permettent de vous faire votre propre opinion. Mais vous voyez, moi je trouve intéressant. Le problème, c'est que la confiance ne se donne qu'une seule fois. Et donc, une fois qu'elle a été érodée, le sentiment que l'on a est très très délicat. Ce qu'il y a, et qui est peut-être aussi une forme de problème aujourd'hui, c'est que, au-delà de cette confiance qui s'érode, il y a une multitude d'informations qui créent un peu ce qu'on appelle d'ailleurs l'infobésité. C'est-à-dire que on est dans une situation dans laquelle il y a tellement d'informations, dans tous les sens, en permanence, qu'on est complètement perdu. À côté de ça, il y a l'autre phénomène. Ça veut dire qu'on choisit celle qui nous plaît le plus? Alors, je suis même pas sûr qu'on la choisisse. En réalité, j'ai l'impression qu'elle est un peu choisie pour nous. Voilà. Et que c'est pas celle qui nous plaît le plus, c'est celle qui va le mieux capter votre attention, en fonction de ce que vous croyez déjà un petit peu. Mais regardez, on va prendre le cas de cet auditeur. Il croit quelque chose. Mais juste, une auditrice me dit, depuis quand un simple humain détient plus la vérité qu'un autre? Mais moi, je ne prétends pas défendre la vérité. Mais encore une fois, je veux bien le répondre à cette auditrice. La vérité, ça n'existe pas. En tout cas, comme une notion commune qu'on partagerait tous, ça n'existe pas. Ce qui existe, ce sont les faits. Et de ces faits, chacun interprète sa vérité. Et c'est comme ça que les sociétés démocratiques fonctionnent. Mais il faut quand même qu'on ait un point de départ. Si on n'a pas ce point de départ, en réalité, on ne peut plus discuter, on ne peut plus débattre. Et à la fin, on ne peut plus vivre ensemble. Les platistes, par exemple, ceux qui pensent que la Terre est plate, vous pouvez leur apporter toutes les preuves que la Terre n'est pas plate, ils n'y croient pas et ils sont persuadés de détenir la vérité. Effectivement, et il y a pourtant, en réalité, à chaque fois, il y a... en fait, c'est très difficile, mais c'est vrai dans tous les cas. C'est pas seulement vrai pour les complotistes dont nous discutons à l'instant, c'est vrai dans toutes les situations de la vie. Reconnaître que nous avons tort, reconnaître que nous nous sommes trompés, ça demande de l'humilité. Ça demande que la personne en face ait de l'empathie. Parce que, quelque part, quand on reconnaît qu'on a tort, on perd un peu le pouvoir dans la relation sociale, dans la discussion. Et donc, il faut, pour amener quelqu'un à reconnaître qu'il s'est trompé, il faut créer les conditions, pas seulement de l'argument, il faut créer les conditions humaines de ce pas l'un vers l'autre. C'est ça, à mon avis, le plus difficile. C'est pas tant les arguments ils existent, c'est le fait que reconnaître qu'on s'est trompé, c'est un effort sur soi-même qui est très difficile et qui est très difficile pour tout le monde. Qu'on croit que la Terre est plate ou qu'on croit que la Terre est ronde, l'effort qu'il faut faire dans le cerveau, même d'ailleurs, c'est documenté. Vous savez qu'il y a des chercheurs qui travaillent sur la quantité d'énergie nécessaire au cerveau humain pour réfuter une idée à laquelle il croit ou pour accepter l'idée qui va dans le sens de ce qu'il croit. La charge n'est pas du tout la même. C'est beaucoup plus difficile, réellement, concrètement. C'est comme si je vous disais, il faut monter une colline ou il faut monter en haut de l'Everest. Et donc, il y a un moment où on n'est pas à égalité face à tout cela, et nous-mêmes, on est un peu mis en difficulté par nos propres cerveaux. On va parler avec vous dans un instant, Thomas Huchon, de la campagne électorale, des fake news, de la nouvelle manière de communiquer également, avec ces petites vidéos et de lire. L'intelligence artificielle. Ah oui, l'IA, j'ai compris lire. Je rappelle votre livre Anti-Fake News, le livre indispensable pour démêler le vrai du faux, le livre indispensable pour démêler le vrai du faux, qui est paru chez First. On y revient dans un instant. Googlisez intelligence artificielle. Oui, mais j'ai compris livre. Le 10h midi, Sud Radio Média,
Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média, toujours avec Thomas Huchon, journaliste, réalisateur, et vous avez écrit Anti-Fake News. C'est le livre qui permet de démêler le vrai du faux et le faux du vrai. On va parler avec vous de la... Un livre aussi sur Trump, qui a bien fonctionné. Et puis le site que vous avez, je ne sais pas s'il existe toujours. Est-ce qu'on peut toujours voir ce documentaire que vous aviez fait sur le sida à Cuba? Oui, Spicy l'héberge toujours. Et effectivement, après, vous savez, l'avantage, c'est l'un des petits avantages d'Internet, c'est que nos films sont piratés quand les gens les aiment et donc ils les mettent un peu partout. On fait un peu comme si on était fâchés, mais en réalité c'est un témoignage d'hommage de la part des Parce que je rappelle rapidement, allez voir pour tous ceux qui parlent complotisme, pas complotisme, Thomas Huchon, vous avez réalisé ce documentaire qui prouve que le sida a été créé à Cuba. Donc on y croit, on marche et puis à la fin vous nous montrez comment... mais racontez pas là. Comment vous avez construit. L'idée, c'est le début du film, c'est de montrer comment on peut construire une fake news. En fait, c'est comme ça que je me suis intéressé aux théories du complot, c'est en essayant de comprendre comment ça fonctionne un mensonge et ensuite comment ça fonctionne la diffusion sur les réseaux. Et on a essayé, effectivement, on était dans une année 2015 un peu douloureuse, où effectivement on a tous, je pense, pris conscience de l'impact des théories du complot après Charlie, après les attentats du Bataclan. On a tous vu ces trucs-là venir sur nos murs d'actualité, quelles que soient nos croyances ou nos convictions. Et je crois que c'est le moment où la société française a pris un peu conscience de l'impact du phénomène. Mais allez voir le film sur les réseaux. Alors Stéphane, notre auditeur qui sait tout, me dit parler du rasoir d'Occam et le premier titre de compréhension à toute chose, c'est Dunning-Kruger. Alors l'effet Dunning-Kruger, c'est extrêmement intéressant l'effet Dunning-Kruger parce que c'est quelque chose dont on est tous un peu victimes. C'est un effet qui a été théorisé par deux chercheurs, Dunning et Kruger, ça s'appelle l'ultra-crépidarianisme. C'est le fait que quand on s'intéresse à un sujet, on a immédiatement l'illusion de beaucoup mieux maîtriser ce sujet qu'on le maîtrise réellement. Comment est-ce que les deux chercheurs ont théorisé ce truc-là? Eh bien, grosso modo, ils ont découvert un fait divers dans les années 90, un homme qui braque des banques à visage découvert. Il braque les banques à visage découvert, au bout de la 3e banque, il se fait serrer par les flics. Et il comprend pas. Et quand les policiers viennent l'arrêter, ils lui disent mais ben voilà, vous êtes arrêté. Il dit mais comment vous m'arrêtez? Comment vous m'avez reconnu? Les policiers s'arrêtent, tu dis mais monsieur, vous braquez des banques à visage découvert. Il y a des caméras, il y a des témoins, on vous a reconnu. Il dit ah mais non, c'est pas possible que vous m'ayez reconnu. Moi, je m'étais enduit le visage de jus de citron. Le policier reste quoi? Mais oui, chers auditeurs, comme l'encre invisible. Le jus de citron, c'est l'encre invisible. Souvenez-vous, romantique que vous êtes. On prenait une plume, un peu de jus de citron, on écrivait des jolis mots sur une feuille blanche, on la passait devant une source de chaleur et se révélait nos petits mots d'amour. C'était quand même autre chose que les dick pics que s'envoient les gamins aujourd'hui sur Snapchat. Mais bon, passons. Mais en tout cas, lui était persuadé de maîtriser l'encre invisible au point de se dissimuler aux forces de l'ordre quand il commettait des braquages. Donc là, on est vraiment dans un truc absolument dingue. Et donc, les chercheurs se regardent et disent donc Dunning, oui Kruger, mais comment peut-on être aussi con? Eh ben en fait, ils ont théorisé ce truc et donc on prend un axe, on va monter très très vite sur ce qu'on appelle la montagne de la stupidité. Ça veut pas dire qu'on est stupide, ça veut dire qu'on croit maîtriser beaucoup mieux un sujet qu'on le maîtrise vraiment. Et c'est d'ailleurs vachement plus dangereux que d'être stupide en réalité. Parce que quand on est stupide, on a plutôt tendance à se taire. Quand on a l'impression d'avoir maîtrisé un sujet, eh bien là, on en parle toute la journée. Et là-dessus, vous mettez les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que ça crée? Eh ben ça crée la possibilité à n'importe qui de dire n'importe quoi, y compris des choses qu'ils pensent avoir compris mais qu'ils ne maîtrisent pas, et qui vont paraître hyper sérieuses et hyper scientifiques à des gens qui vont eux-mêmes tomber dans l'effet Dunning-Kruger. En réalité... Donc vous pensez que les complotistes pensent savoir tout mais ils ne savent rien? Je pense qu'ils surestiment leur capacité, en tout cas qu'ils surestiment leur connaissance réelle de tout un tas de problèmes, mais je crois que c'est notre cas à tous. Mais parce que derrière, c'est pour passer pour quelqu'un d'intéressant. Alors, il y a un rapport social, vous avez raison, celui qui sait, c'est celui qui a le perchoir, et donc il parle, qui a de l'influence autour des autres, mais je voudrais revenir, en fait, vous parliez du Covid tout à l'heure, durant Hors antenne. Le moment où moi j'ai découvert l'effet Dunning-Kruger, c'est le moment où un homme a été persuadé d'avoir découvert sur Internet la preuve que l'Institut Pasteur avait fabriqué le virus. Il a découvert un document de brevet issu par l'Institut Pasteur en 2005 qui parle d'un Covid. Ce document de brevet est extrêmement nomenclaturé, il est extrêmement
juridique, c'est-à-dire qu'il a des parties très précises. Mais si on ne sait pas lire un document de brevet, eh ben on ne peut pas le comprendre. Moi, je ne peux pas le lire, je ne sais pas le lire, donc je ne prétendrai pas le comprendre. Cet homme découvre ce document, il lit le document dans une vidéo sur Facebook et il dit voilà, j'ai la preuve, regardez, lui c'est l'inventeur. Parce que sur le document de brevet, eh ben celui qui séquence le génome d'un virus, il est qualifié d'inventeur. Parce que les documents de brevet ne sont pas faits à la base pour des séquençages de virus, ils sont faits pour le concours Lépine. Et celui qui a inventé un micro, une tasse à café révolutionnaire, et donc il est l'inventeur. Lui, il va sur Facebook, la vidéo est vue 3 millions de fois, il va être attaqué en diffamation par l'Institut Pasteur, et il va être condamné. Oui, mais le professeur de Marseille, lui, c'est un sachant. Oui, mais c'est pas parce qu'on est un sachant qu'on ne peut pas surestimer ses connaissances. Je crois que l'humilité, c'est valable pour tout le monde, qu'on soit prix Nobel de la paix ou en 4e en cours de technologie. Et je crois que nous avons tous un intérêt à avoir une humilité supplémentaire et à avoir un tout petit peu l'idée, quelque part, que nous ne savons pas tout, que nous ne comprenons pas tout, et que, c'est pas complètement dingue de parler à des gens qui savent un peu mieux que nous. Ouais, là, vous avez vu, peut-être la semaine dernière, je retombe par hasard sur cette vidéo sur X. Non, mais je viens d'ouvrir, comme vous savez que je suis un peu... Si, urgent, un soleil artificiel est peut-être tombé dans l'océan. Vous avez vu ça ? Il y a eu une comète qui est passée en Espagne, au Portugal, et donc un homme nous dit sur Twitter, il fait mauvais, il n'y a pas de beau temps, c'est que le soleil, c'est un soleil artificiel qui est tombé dans l'eau. Et il y en a des tas comme ça, en fait. Mais il n'y aurait pas de Twitter, vous ne le sauriez pas. Mais souvenez-vous des incendies au Chili, dans la région de Valparaiso, ou ceux qui ont été auparavant à Hawaï. Eh bien, il y a des tas de gens et des tas de vidéos qui circulent sur TikTok qui vous montrent des images, je l'imagine, fabriquées en intelligence artificielle, qui font tomber sur la zone de l'incendie quelques minutes avant l'embrasement un laser venu, je l'imagine, d'extraterrestres, et qui est la vraie raison des incendies. Mais ça a toujours été. Les Gaulois pensaient que le ciel allait leur tomber sur la tête. Je vous confirme. Et quand il y avait des orages, ils pensaient que c'était en Rome, ils pensaient que c'était les dieux qui étaient en colère, et que c'est pour ça que Zeus s'est représenté par un éclair. Donc la croyance a toujours été... Ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Oui, et mais quand je crois que les sorcières de Salem, ça existait. Quand les sociétés progressent... qui entend des voix... On est d'accord, mais je crois que quand les sociétés ont progressé, à un point on a été capable d'établir qu'il existait des croyances, et qu'on avait bien le droit de le croire, mais qu'il existait aussi du savoir, et que c'était pas possible de mettre ces deux choses-là sur un pied d'égalité. Alors, je voudrais qu'on parle quand même de la campagne et de la nouvelle manière de communiquer, de l'influence des réseaux sociaux. Tout le monde a un peu moqué la leader des écologistes, dont le nom m'échappe à l'instant pendant la campagne. Non, c'était pas Marine Tondelier. Bref, une aux européennes a dit c'est la faute des réseaux sociaux. Si on a perdu, c'est la faute de TikTok. L'influence aujourd'hui, alors la nouvelle manière de communiquer, ce sont ces edits, ces petites vidéos avec des chatons, des fleurs, du rose, qu'on voit beaucoup d'ailleurs, plutôt chez la France Insoumise, pour contrer Jordan Bardella qui fait un carton sur TikTok. C'était Marie Toussaint. Marie Toussaint, voilà. Marie Toussaint, oui. Et je crois que on est dans une situation un peu bizarre, dans laquelle les campagnes politiques parlent de moins en moins de politique. Ouais. Parlent de moins en moins des programmes, posent de moins en moins d'arguments politiques sur la table, et créent une espèce de concours de likes, de concours ah bah tiens, il faut qu'on m'aime, de popularité quelque part. Et je crois qu'effectivement c'est aussi l'un des impacts de cette mécanique permanente à laquelle nous sommes confrontés sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que on est désormais plus dans un truc dans lequel on doit être d'accord avec les gens, on doit les liker ou ne pas les liker. Et ben quand on est d'accord, on a réfléchi et on a utilisé un peu son cerveau. Quand on a liké, on a un peu moins utilisé son cerveau, on a plus mis ses émotions, et donc je crois que c'est aussi l'une des explications du succès de tout cela. Et en même temps, on a, je pense que Marie Toussaint fait un diagnostic qui est réel, c'est-à-dire que
on l'a dit tout à l'heure, cette hyper rapidité de la diffusion des messages, ce temps de plus en plus court consacré à l'exposition des arguments, eh bien, crée les conditions dans lesquelles celui qui a une réponse immédiate, simple, en gros, le problème c'est les immigrés, c'est beaucoup plus facile à donner comme réponse qu'une réponse très compliquée et très argumentée qui va là venir expliquer un petit peu le monde dans lequel on est. Et je crois que les courants politiques... C'est la même chose de l'autre côté avec la Palestine. Hein. C'est éviter de parler du conflit israélo-arabe et palestinien qui dure depuis plus de 60 ans. Oui, mais vous voyez que sur ce sujet-là... avant d'arriver aux différents événements qu'on connaît. Mais je crois que sur n'importe quel sujet aujourd'hui de débat politique, il n'existe que les positions les plus antagonistes. Il n'y a aucune place pour la nuance, pour la modération. Et en réalité, c'est pas forcément un mal politique, mais c'est un mal pour la compréhension. Parce que les positions les plus nuancées et les plus modérées sont celles qui nous permettent de comprendre et qui derrière nous permettent de poser nos diagnostics. Quand vous avez le conflit Ukraine-Russie, la Russie a sûrement raison sur certaines choses concernant l'Ukraine et la façon dont le pays était gouverné et assez escroqué. Et de l'autre côté, évidemment, l'Ukraine qui doit pas être attaquée comme ça par rapport à son territoire. Donc c'est ni blanc ni noir. Après, il y a un pays qui attaque, évidemment. Oui, mais ça me semble, personnellement, ça me semble assez clair cette histoire. Il y a une invasion de la part d'une dictature. Mais vous comprenez que là, les hommes politiques n'ont pas de nuance aussi. C'est soit on est pour l'Ukraine, soit on est pour la Russie. Mais je comprends peut pas être pour les deux. Je simplifie, je schématise. Je comprends qu'il y a tout un courant politique. Si je mets le drapeau russe, ça va être très violent. On est d'accord, mais il y a tout un courant politique en France aujourd'hui qui est financé depuis 2014 par des banques russes ou avec des soutiens russes qui ne peut pas critiquer la Russie de Vladimir Poutine. C'est l'extrême droite française, l'extrême droite politique, elle est financée. Mais ils ont toujours dénoncé ça, que ce n'était pas le cas. Pourtant les procès le montrent, les enquêtes le montrent, les enquêtes journalistiques le montrent, la justice le suit de très près. Et donc il y a aucun doute sur le fait que aujourd'hui il y a une difficulté pour ce courant politique-là à critiquer Vladimir Poutine, parce que ils ont à minima des intérêts communs. L'intelligence artificielle arrive beaucoup plus vite qu'on ne l'imaginait. Vous-même, vous avez créé votre avatar. On a vu qu'aux États-Unis, il y a des candidats, en Angleterre aussi, des candidats qui en Ukraine, c'est la porte-parole, mais elle est dirigée par des humains. Là, on a des avatars qui se présentent. Donc, est-ce que, sans aller jusque-là, l'intelligence artificielle, on a vu que le Rassemblement national aussi avait mis à disposition de ses candidats des kits d'intelligence artificielle pour apprendre à répondre, etc. Qu'est-ce que ça va changer, l'intelligence artificielle? C'est un danger ou c'est un atout? Alors, je crois que l'intelligence artificielle, c'est avant tout un outil. Et que, comme tous les outils, il pourra être un danger, il pourra être un atout. Et je crois qu'il va nous falloir apprendre ce que c'est, comprendre comment ça fonctionne, être capable de l'utiliser, et qu'il va falloir être aussi capable de limiter les potentiels abus qui pourraient être menés avec ce nouvel outil. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a une situation dans laquelle l'intelligence artificielle, génératrice de contenu, donc en gros pour nos auditeurs, la capacité de créer une vidéo avec quelqu'un qui parle, mais en fait il n'a jamais dit ce que vous allez le voir dire, et pourtant il aura l'air plus vrai que nature. C'est très déconcertant, ça ressemble à une forme de dystopie, un film d'anticipation, mais c'est pourtant une réalité aujourd'hui. Le problème, à mon sens, c'est pas tant le fait qu'on puisse fabriquer n'importe quoi et faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Le problème, c'est qu'on peut le diffuser. C'est ça. Moi, si je vais pas me mettre à interdire les papiers et les crayons sous prétexte qu'on peut écrire une menace de mort avec un papier et un crayon. On essaie de mettre en place des réglementations qui font que si une lettre est écrite de cette manière-là, il y a une sanction, et donc on empêche de ce fait la prolifération des menaces de mort par courrier. Eh bien là, on a un truc qui arrive dans une situation qui est totalement dérégulée. Pour moi, le problème, c'est pas l'intelligence artificielle génératrice de contenu, c'est le fait que on n'a pas réglé le problème du désordre informationnel dans lequel nous sommes aujourd'hui. Oui, mais on va vous dire que c'est liberticide, et on va vous dire justement, c'est le combat du propriétaire de X, ex-Twitter, qui lui est un libertarien, et il veut la liberté partout, et qu'il ne voit pas pourquoi d'autres hommes seraient supérieurs à d'autres, un peu ce qu'a dit notre auditeur d'ailleurs. C'est très particulier en fait, cette parole permanente de la Silicon Valley de nous dire qu'il serait en permanence pour la liberté totale. Est-ce que vous avez déjà vu une femme nue sur un réseau social? Oui.
C'est très rare. Et ils sont... sur X, il y a du Sur porno. X, il y en a beaucoup. Hein. Sur X, il y en a plus depuis qu'il y a Elon Musk. Ouais. Mais d'une manière générale, il y a quand même, malgré tout, de la censure sur ces réseaux. Absolument, ce que je veux dire, c'est que l'idée qu'il y aurait une espèce de liberté totale, non, en réalité, c'est pas le cas. Donc, ils acceptent bien qu'il y ait une forme de censure à certains moments. Donc, déjà, cette image de la liberté absolue qu'ils vendent, à mon avis, elle n'est pas aussi totale qu'on le voudrait. Et je voudrais dire autre chose. L'idée que le seul fondement d'une démocratie, c'est la liberté d'expression, c'est à mon avis oublier une partie du problème. Quand dans un endroit, on peut accuser sans preuve, on peut dire n'importe quoi sur n'importe qui sans qu'il n'y ait jamais de responsabilité, on n'est pas dans une démocratie, on est dans un procès stalinien. Ça veut dire que MeToo, c'est stalinien? Pourquoi? Parce des fois, on accuse sans preuve. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'accusations sans preuve, j'ai l'impression qu'il y a des témoignages qui sont entendus. Et que derrière il y a plainte ou pas, hein. Mais d'ailleurs en l'occurrence ces femmes qui ont porté la parole ont souvent été judiciarisées dans la foulée par leurs agresseurs supposés, hein. Donc on voit bien qu'il y a quand même là sur cette question-là une forme de chemin judiciaire qui se retrouve un peu et que les réseaux perturbent ce chemin, mais qu'il va falloir qu'on le retrouve. On peut pas vivre dans un monde où on peut accuser tout le monde sans jamais avoir une preuve, quoi. Trump va être élu. J'ai peur que oui. Anti-fake news, votre livre est paru chez First. On peut également vous suivre sur les réseaux sociaux pour ceux qui veulent en savoir plus. Et je précise que vous allez dans les écoles aussi pour parler aux jeunes. Et ça, c'est plutôt intéressant. On vous aurait bien gardé plus longtemps, mais on a une autre émission derrière. Merci d'être venu ce matin, Thomas Huchon. On se retrouve dans un instant. Merci à vos auditeurs, même s'ils ne m'aiment pas autant qu'on pourrait l'espérer. C'est important d'avoir du dialogue. Il faut aller discuter. Et il faut avant tout se respecter. Merci à vous. À suivre sur Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.